Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une synthèse des idées clés de l'action humaine de Ludwig von Mises. Notre but, essayer de voir comment l'analyse de l'action individuelle, ça nous éclaire sur l'organisation économique et surtout, son lien avec les libertés, celle de l'individu et les libertés économiques. Tout commence par une idée assez fondamentale, non? L'être humain agit. Il cherche toujours à passer d'un état moins satisfaisant à un état meilleur. Exactement. Et c'est ça le point de départ de ce que Mises appelle la praxiologie. Faut bien voir, c'est pas une science expérimentale comme la physique. C'est une science de l'action purement logique. On part d'un axiome, d'une vérité évidente. L'homme agit. Et de là, on déroule les conséquences logiques. Une approche a priori, en fait. D'accord. Donc si on creuse un peu, une action, c'est pas juste un mouvement, c'est intentionnel. Ça vise un but. Et comme on n'a pas des ressources infinies, le temps, l'argent, tout ça, on doit choisir. La rareté, c'est la clé. C'est une donnée incontournable de notre existence, oui. Et chaque choix, il a un coût. Si on choisit A, on renonce à B. C'est le fameux coût d'opportunité. Cette idée de choix, elle est vraiment centrale. Et pour Mise, c'est de tous ces choix individuels qu'émerge le marché. Pas planifié, mais spontanément. Le marché comme fruit de la coopération volontaire, alors. C'est là que ça devient intéressant pour la question des libertés, justement. Les échanges sont pacifiques, basés sur l'accord. Et les prix, dans tout ça, ils jouent quel rôle? Essentiel, j'imagine. Reflètent les jugements de valeur, subjectifs, de millions de personnes. Et surtout, ils permettent le calcul économique, c'est-à-dire comparer la valeur qu'on espère obtenir d'une action avec le coût des moyens pour y arriver. Sans prix de marché, qui dépendent de la propriété privée des moyens de production, ce calcul rationnel devient juste impossible. D'accord. Mais comment ces prix arrivent à guider l'économie concrètement? Surtout qu'il y a toujours de l'incertitude sur l'avenir. Qui, euh, qui interprète ces signaux? Alors là, c'est le rôle crucial de l'entrepreneur. Sa fonction, c'est justement d'anticiper. D'anticiper les besoins futurs des consommateurs, même sans savoir exactement ce qui sera demain. Et il alloue les ressources en fonction de cette anticipation. Du coup, le profit et la perte, c'est pas juste une question d'argent, ce sont des signaux. Le profit dit «Ah, bravo, bonne allocation». La perte dit «Oups, on s'est trompé, les consommateurs voulaient autre chose». La concurrence, c'est ce processus de découverte permanent. Et de lien avec la liberté dans tout ça. C'est le cœur de notre discussion aujourd'hui. Le lien, selon cette approche, il est direct, très fort. Restreindre la liberté économique, choisir quoi faire de ses ressources, échanger, créer une entreprise, c'est toucher à la liberté humaine fondamentale. C'est limiter cette capacité d'agir pour améliorer sa propre situation. Et logiquement, ça mène à une critique assez radicale de l'intervention de l'État et du planisme. Donc, le socialisme, si on le définit comme la propriété collective des moyens de production, il serait impraticable. C'est ça l'idée. C'est l'argument principal, oui. En supprimant la propriété privée, on élimine le mécanisme qui forme les prix. Sans prix, pas de boussole pour le calcul économique. Le planificateur central, il avance à tâtons, quoi. Mais même des interventions qu'on pense plus limitées, comme un contrôle des prix par exemple, elles sont vues comme perturbatrices. Un prix plafond, ça crée des pénuries, un prix plancher, des surplus, ça brouille les signaux et souvent ça appelle encore plus d'interventions pour corriger les effets non voulus. On sent une tension là entre la planification par le haut et la liberté de l'individu. Oui, tout à fait. Parce que si les gens n'acceptent pas volontairement les objectifs du planificateur, comment on fait pour appliquer le plan? Il faut la coercition, la contrainte. Ça s'oppose directement à la coopération volontaire qui, elle, caractérise le marché libre. L'analyse ici se focalise vraiment sur les conséquences logiques des choix de système, en particulier sur la liberté et la coordination sociale. Ok, donc pour résumer très vite, l'analyse de l'action humaine montre comment la liberté économique, qui passe par la coopération volontaire et les signaux du marché, n'est pas juste une question d'efficacité pour allouer les ressources. Non, c'est vu comme une part essentielle, indissociable même, de la liberté individuelle tout court. D'accord. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière réflexion. Cette approche, la praxéologie, elle met en avant la logique déductive bien plus que les données empiriques ou les modèles mathématiques complexes. Mise, d'ailleurs, il soulignait déjà les limites de ces modèles pour capter la subjectivité de l'action humaine. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, à notre époque, fasciné par le big data, les algorithmes, quelle place y reste pour une compréhension basée sur la logique de l'action humaine? Surtout quand il s'agit de penser et de défendre la liberté individuelle face à des systèmes qui deviennent de plus en plus complexes et potentiellement contraignants.